Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mercredi 9 avril. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Ouais, j'ai dit mercredi 29 avril. J'avais presque envie de commencer en disant mercredi 9 février. Bienvenue à l'émission. C'est un matin hivernal. Oui. C'est pas chaud à l'extérieur, en tout cas dans la grande région de Montréal, dans plusieurs régions du Québec aussi. On va faire le tour des prévisions de météo. Puis, on a déjà une idée de ces quantités de neige reçues un peu partout? Oui, je vous dis que la Palme va aux gens de la Mauricie avec 24 cm. Aïe, 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 ça, c'est de la neige. Oui, on va faire le tour de tout ça. On sort les pelles et compagnie. OK, on va y revenir. Et à quand tout ça va fondre? On aura les réponses pour vous un peu plus tard. Mais ce matin, en tout cas, habillez-vous chaudement et prudence sur la route. C'est glissant. C'est très glissant. Si vous avez, comme moi, hier, profité de la journée pour mettre vos pneus d'été, quel sens du timing incroyable. Soyez prudents. Ben oui, mais d'habitude, je ne le fais pas avant le 15 avril. J'avais une opportunité hier. C'est un petit peu tôt. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, voilà. Donc, détails météo à venir. Sinon, en ce moment, ce matin, on va parler, parce que c'est l'entrée en vigueur, et Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard pour nous donner les détails de ces tarifs dits réciproques imposés par le président américain Donald Trump. Il y a également cette surtaxe de 104 % à la Chine. Donc, tout ça est en vigueur depuis minuit une. Et là, déjà en Asie, on voit, entre autres, au Japon, les indices boursiers chuter de presque 4 % et tout est dans le rouge en Europe au moment où on se parle, des chutes entre 2 et 2,5 % environ. On verra chez nous, en Amérique du Nord, ce que ça va donner à l'ouverture des marchés, mais c'est clair qu'on va encore surveiller ça aujourd'hui. Et Jean-Philippe va nous donner les détails de ce qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Sinon, Vincent Maisonneuve est en studio déjà à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Et on va revenir sur ce dont on parlait hier, ces demandeurs d'asile plus nombreux au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle dans le sud du Québec. Ça a eu des répercussions, entre autres, dans la campagne électorale fédérale. Beaucoup de réactions. D'abord, celle du premier ministre du Québec qui a interpellé les chefs en campagne électorale, les chefs fédéraux, en leur disant « Le Québec n'a pas la capacité d'accueil, alors que faire si cette vague migratoire poussée par les politiques de Donald Trump se présente à la frontière? » Je vais vous présenter les réactions des 4 chefs en campagne électorale, et également celle de Dany Laferrière qui lance un appel à la population, aux décideurs, à faire preuve d'un peu plus d'humanité en tentant de régler ce problème-là. Oui, une déclaration bien sentie de Dany Laferrière hier. Parfait, on vous reparle dans quelques minutes. Parlons maintenant de sport avec Olivier. Voilà Anderson ensuite derrière le filet. Et là, il y a une occasion pour Dvorak devant Smith. Victoire contre Détroit, victoire pour le Canadien de Montréal. C'est fait. Le Canadien, on peut dire, est officiellement en série. Est-ce qu'on peut mettre le X à côté du nom de l'équipe ou pas encore? Ça dépend à quel point vous avez peur. Ça dépend à quel point vous avez peur peut-être de porter la poisse aux Canadiens de Montréal. C'est ça. Certains diront que c'est pas mal fait ce matin avec cette victoire face aux Red Wings de Détroit. L'équipe qui, justement, pourchassait très sérieusement le Canadien de Montréal dans une victoire de 4-1 hier. Faudrait toute une débarque du CH dans les 4 derniers matchs de la saison pour ne pas les voir en séries éliminatoires. Disons que, oui, l'odeur des séries est persistante. Dans un match hier qui a été à l'image peut-être des
peut-être 10, 15 derniers matchs où le Canadien a vraiment connu beaucoup de difficultés en première période. Début, ouais, effectivement, 23 tirs accordés en première période seulement, imaginez. Et Dylan Larkin qui marque pour les Red Wings. C'était 1-0 à ce moment. Puis là, on se demandait justement est-ce qu'il n'y avait pas peut-être trop d'enthousiasme avec les séries qui approchent. Mais non, le Canadien a joué à peu près le même jeu qu'ils ont joué dans tous les derniers matchs, toutes ces victoires, parce que c'est une 6e consécutive. Et le Canadien s'est réveillé en 2e et plus sérieusement en 3e période pour aller filer avec la victoire. Les marqueurs pour le Canadien, Cole Caulfield, Josh Anderson qui a marqué donc le but de la victoire. Lui, il en avait raté un précédemment dans le match. Et il s'est reposté devant le filet et c'est lui qui a donné la victoire aux Canadiens. Il y a eu 2 buts en filet désert, donc Brendan Gallagher et Nick Suzuki. Donc, belle victoire pour le Canadien. Effectivement, au classement, là, lorsqu'on le regarde ce matin, ils ont 8 points d'avance sur leurs plus proches poursuivants. Comme je le disais, avec 4 matchs à faire. Donc, vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Pour Martin Saint-Louis, c'est une mentalité où on regarde devant, mais pas derrière. Pas t'as peur qui te rattrape. Es-tu capable d'aller plus loin? Parce que si t'es juste content de garder l'écart du gars en arrière de toi, je pense que tu maximises pas vraiment ton vrai potentiel. T'es juste confortable d'être un petit peu en avant, au lieu d'avoir faim d'aller chez le gars en avant de toi. Je voyais des images hier de nos collègues de Winnipeg qui faisaient un reportage sur la fièvre des séries, là-bas, des écrans géants installés dans les rues. Ça donne le goût d'avoir une équipe en série. Il faut dire que les Jets, ça fait un moment qu'on sait qu'ils sont en série éliminatoire, donc ils peuvent préparer le buffet déjà un peu. C'est ça, mais là, on commence à donc les préparatifs, justement, en vue des séries. Puis parlez-moi de la recrue Ivan Demidov, un nom qu'on va entendre souvent dans les prochains jours. Oui. En tout cas, ça a soulevé la passion hier de bien des partisans. C'est lui qui a occupé l'attention hier après-midi. Donc, 5e choix au total lors du précédent repêchage du Canadien de Montréal. Et il est présenté comme le meilleur espoir à se présenter donc dans la Ligue nationale. Pourquoi se présenter dans la Ligue nationale? Parce que son équipe de la KHL, le SKA Saint-Pétersbourg, l'a libéré et il a très rapidement signé son contrat d'entrée avec le Canadien, donc un contrat de 3 saisons. On le dit déjà en route pour Montréal. Et il semble clair qu'il jouera cette fin de saison, quelques matchs. Est-ce qu'il aura la chance d'en jouer 1, 2? On ne sait pas encore. Tout dépendra à quel moment il arrivera, surtout une question de permis de travail. Mais c'est un espoir qui fait saliver les partisans. Imaginez, à l'aube des séries éliminatoires où le Canadien a besoin de marqueurs, a besoin de joueurs capables de jouer sur un 2e trio et de pouvoir produire offensivement, là, on est peut-être béni des dieux avec un jeune de 19 ans qui risque d'en faire écarquiller des yeux. D'après ce qu'on a vu là, dans la KHL, les séquences... Quelle pression quand même pour lui qui arrive. Exactement. Sauf que le Canadien de Montréal et Kent Hughes a dit hier, on ne mettra pas une pression indue, une pression trop grande sur ses épaules. On a bien fait jusqu'à maintenant, mais c'est sûr que le but, c'est de l'amener le plus rapidement possible dans l'alignement pour qu'il puisse produire, goûter aux séries éliminatoires. Et en terminant, il a demandé aux dirigeants du SKA Saint-Pétersbourg de le libérer parce qu'il voulait jouer les séries éliminatoires contre Alexander Ovechkin. Ben oui, ce serait bon, ça. Ce serait la première ronde, les Canadiens contre les Capitals de Washington. Voilà. Intéressant. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Alors, Véronique, faisons le tour de ce qui nous est tombé dessus et ce qui nous attend pour la journée. Bon, écoutez, 24 cm en Mauricie, 24 aussi par endroit dans les Laurentides, là, du côté de Saint-Sauveur. Sinon, en moyenne, c'est une quinzaine de centimètres, un petit peu plus localement. Laurentides, Lanaudière, 15-20 cm du côté de Rawdon, Jersey, 14 cm, Ottawa, Gatineau, Montréal, aéroport, 4 cm. Mais ça varie beaucoup parce que du côté de Laval, c'est plus du 8 à 10 cm qu'on a reçu. Et hier, tout dépendamment des quartiers aussi, les accumulations variaient. Alors, autour de 5 à 10, je dirais Grand Montréal, plus 10 vers la Couronne Nord. Du côté de l'Estrie, ça a tombé pas mal cette nuit. Donc, ce sont des stations automatisées. Je dirais 5 à 7 cm. Sherbrooke, une quinzaine de centimètres mégantiques. Alors, voilà, c'est tombé. Ce matin, c'est terminé, c'est froid, mais vous l'avez dit, c'est froid. Alors, moins 7, moins 9, moins 11 même du côté de Gatineau. C'est certain que la petite neige a gelé, là, donc faites attention où vous mettez les pieds. Le soleil va sortir là-dessus ce matin. Ça deviendra un petit peu plus nuageux cet après-midi. Les gens de l'Estrie resteront sous les nuages et encore un flocon ou deux ce matin. Venteux de l'ouest, les températures... Ça ne s'élèvera pas beaucoup aujourd'hui. Là. On ira avec 1 degré. Ça variera entre moins 1 et 1 un peu partout. La nuit prochaine, c'est toujours du moins 5 à moins 11. Il fera beau demain matin. Ennuagement en après-midi. Mais à partir de demain, 5 à 7 degrés. 5 à 7 demain, 5 à 8 vendredi, 10-12 en fin de semaine. Là, on commence à parler. Là, on sent que ça s'en vient. Là. Donc, ça va être comme ça au cours des prochains jours, lentement mais sûrement. Ciel variable aujourd'hui vers l'Abitibi, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent aussi. On ira avec des températures près ou légèrement sous zéro. Toujours venteux de l'ouest. La Gaspésie, la Côte-Nord aussi assez variable. Température près du point de congélation.
Beau temps, territoire ontarien sur la portion nord, un peu plus variable sur la portion sud. Les températures sont un peu plus fraîches que les moyennes. Et dans l'ouest, de façon générale, on a quelques averses à Winnipeg, 5 degrés. Sinon, c'est du 12 à 14 sous un ciel variable. Une belle séquence printanière qui se prépare pour l'ouest canadien. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Oui, c'était la nouvelle hier. Évidemment, ces demandeurs d'asile plus nombreux au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle au Québec, dans le sud du Québec. Ça repart à la hausse, surtout des Haïtiens qui vont voir donc leur permis temporaire être terminé. En fait, le président Trump a mis fin à leur statut légal aux États-Unis. Ça fait réagir, oui, au Québec, mais aussi donc dans la campagne électorale. Oui, à Québec, vous avez le gouvernement Legault, le premier ministre, qui demande au fédéral d'intervenir là, pour éviter un autre chemin Roxham. Dans l'opposition, vous avez le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui tire la sonnette d'alarme en disant ce qui s'en vient, ce sera pire que l'épisode du chemin Roxham. Bref, ce sont des centaines de milliers de personnes installées aux États-Unis de façon légale qui sont maintenant menacées, pourchassées par les politiques du président américain et le premier ministre François Legault est clair, le Québec n'a pas la capacité de les accueillir. J'ai déjà demandé à tous les chefs fédéraux de s'engager à réduire de moitié le nombre de demandeurs d'asile parce qu'on a vraiment excédé notre capacité d'accueil. Donc, c'est sûrement pas le temps d'en ajouter. Donc, je demande au gouvernement fédéral d'agir. Justement, les chefs en campagne au fédéral ont réagi. Et le plus tranchant a été Mark Carney, pour qui l'accord avec les États-Unis permet de renvoyer ces demandeurs en territoire américain. D'ailleurs, on a vu les images de cette fourgonnette là, qui fait des allers-retours pour reconduire les demandeurs au poste frontière américain. On va écouter la réaction du chef libéral Mark Carney, suivi de Pierre Poilievre, le chef conservateur. Il existe maintenant la possibilité d'une vague des demandeurs d'asile. Cet accord, on peut les renvoyer aux États-Unis. Ça, c'est approprié. Ça reste approprié. Quand les gens arrivent ici au Canada, ils devraient montrer qu'ils sont ici qui viennent des demandeurs d'asile. Ils doivent démontrer qu'ils sont des vrais demandeurs d'asile. Enchaînons tout de suite avec la position du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et celle du chef du NPD, Jagmeet Singh, à la question « Que fait-on avec cette vague de migrants ou potentielle vague de migrants à notre frontière? » De nous assurer ultérieurement que les demandeurs d'asile seront répartis adéquatement en fonction de la population à travers toutes les provinces canadiennes. Je pense que le gouvernement fédéral doit faire sa part pour mettre en place les ressources nécessaires pour éviter ce qui s'est passé dans le passé. Revenons sur la scène québécoise parce qu'il y a des propos tenus par le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, qui ont aussi suscité plusieurs réactions. Réaction de la part de l'écrivain Dany Laferrière. On va vous le faire entendre. Il a réagi à cette phrase prononcée par le ministre québécois de l'Immigration, Jean-François Roberge. À un moment donné, ça ne fonctionne pas là, pour le logement, pour la santé, pour l'éducation, pour la francisation. Donc oui, on va faire notre part. Mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce à quoi Dany Laferrière a répondu, c'est injuste de traiter les Haïtiens de misère du monde quand nous savons qu'ils seront la richesse du Québec dans moins d'une génération. D'un côté, dit-il, il y a ces êtres humains qui ont peur d'être expulsés, emprisonnés dans les camps de détention du président américain. Dany Laferrière, qui était l'invité d'Anne-Marie Dussault hier soir, et ce qu'il dit, c'est que si le Canada ferme la porte, que se passe-t-il ensuite? Et qu'est-ce qu'on fait alors? Parce qu'il y a un problème, il faut y faire face. Et c'est cette question-là qui va déterminer tout. Par exemple, pour le Québec, ça va rester dans l'histoire, ça va être une marque. Ouais. Comment on a réagi comme société? Mais on n'a pas encore posé la question à la société québécoise. Et moi, je mise beaucoup plus sur la société québécoise que les réactions que j'ai entendues. Sur son humanité. Oui.
Denis Laferrière qui invite les décideurs, la population à faire preuve d'humanité. Merci Vincent. J'en prie. On va poursuivre sur le même sujet avec Gabriel Lemarquand-Perrault pour la revue de presse. Il est dans notre studio à Ottawa. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. Oui, je dis le même sujet parce que ça a un lien avec les demandeurs d'asile. En une du Devoir de ce matin, on apprend que l'oncle par alliance de Pierre Poilievre, le chef conservateur donc, est un demandeur d'asile refusé. Information d'abord révélée par le média indépendant de Brecht. Et ce qu'on dit dans l'article du Devoir ce matin, c'est que parmi les dizaines de milliers de personnes qui ont emprunté le chemin Roxham figure l'oncle par alliance de M. Poilievre, José Gerardo Galindo Prato, d'origine vénézuélienne. Il est arrivé en 2004 pour la première fois et il a vu sa demande d'asile refusée en 2005, mais n'est reparti du pays qu'en 2007. Il est ensuite revenu au Canada par le chemin Roxham en 2018, affirmant avoir été emprisonné à tort au Venezuela après ses dénonciations de la corruption. Alors, son histoire qui a été rapportée par, comme je le disais, le média indépendant de Breach, montre que la différence entre vrais et faux réfugiés est moins nette que le discours du chef conservateur Pierre Poilievre ne le laisse croire, mentionne le quotidien Le Devoir ce matin, parce que depuis son élection à la tête du parti, M. Poilievre a promis à maintes reprises de retracer, d'expulser ceux déjà jugés non admissibles à l'asile au pays. Donc, son histoire là, à l'oncle par alliance de M. Poilievre qui est à la une du quotidien Le Devoir ce matin. En une du Globe and Mail, il est entre autres question, encore une fois, des élections. Le Globe s'est rendu dans une des circonscriptions les plus pauvres en Ontario. La circonscription de Hamilton Centre, qui est située en Ontario, c'est la 3e circonscription la plus pauvre de la province, mentionne l'article du Globe and Mail ce matin. Là-bas, le secteur manufacturier est très important. Alors, on comprend qu'on s'inquiète des tarifs douaniers. La circonscription qui retient son souffle face à l'impact des tarifs douaniers, c'est le titre ce matin de l'article du Globe and Mail. L'emploi qui est au cœur des préoccupations dans cette circonscription qui compte, en fait, voilà. Et on nous dit aussi dans l'article du Globe and Mail que près d'un cinquième des habitants de la circonscription vit en dessous du seuil de la pauvreté. Plus de 10 % des logements aussi de la région nécessitent des réparations importantes, des réparations urgentes. Et de son côté, le National Post, lui, s'est rendu à Québec. Québec qui est tête de pont, forteresse, si vous voulez, des conservateurs. Donc, le Post qui s'entretient notamment avec l'ancien maire de Québec, Régis Labaume, qui a quitté ses fonctions, mais qui avait quand même un taux d'approbation assez important de 78 %, qui a été maire pendant plusieurs années de la ville de Québec. Donc, le National Post qui a rencontré M. Labaume pour essayer de comprendre justement le mystère de Québec. Pourquoi le Parti conservateur réussit à faire des percées dans la vieille capitale. Donc, le Parti conservateur, qui n'est pas reconnu pour sa force dans la province, détient pourtant 3 sièges à Québec devant les libéraux et le Bloc québécois qui en ont 2 chacun. Donc, article intéressant à lire dans les pages du quotidien anglais ce matin. En une du quotidien La Presse, la conjointe d'un débardeur du port de Montréal qui s'est enlevé la vie dénonce le climat d'intimidation entre syndiqués. La conjointe de Michel Jutras, Chantal Bélanger, donc elle se dit elle-même victime d'un climat d'intimidation entre syndiqués au port de Montréal. Monsieur Jutras qui s'est enlevé la vie en mars 2024. L'histoire avait fait les manchettes il y a quelques mois de ça. Il a mis fin à ses jours quelques jours avant de comparaître contre son gré la vie d'un psychiatre devant un comité de discipline du syndicat canadien de la fonction publique. Et la coroner Stéphanie Gamache, qui a enquêté sur le suicide, a conclu qu'il s'est enlevé la vie en raison de sa détresse psychologique associée au conflit qu'il vivait avec son syndicat au travail. Le syndicat, de son côté, lui, dit qu'il s'agit d'un rapport incomplet, mais le journaliste de La Presse ce matin nous mentionne que dans une rare décision, la CNESST a accepté de verser une indemnité et une rente à sa conjointe et à leur fils parce qu'elle considère que le suicide de M. Jutras est lié à son travail. Donc, vous avez les propos de sa conjointe ce matin dans les pages numériques de La Presse. Et d'ailleurs, je vous rappelle en terminant que si vous avez besoin d'aide, il y a la ligne 1866, s'appelle la ligne québécoise de prévention du suicide. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée, à demain.
Alors, parlons de cette guerre commerciale que livre le président américain Donald Trump à l'ensemble des pays de la planète. Nouveau chapitre aujourd'hui parce que depuis minuit une, les États-Unis imposent cette nouvelle vague de droits de douane dits réciproques à leurs partenaires commerciaux. Il y a près d'une centaine de pays qui sont touchés. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Évidemment, le pays le plus durement touché, c'est la Chine parce qu'il y a eu une autre surtaxe qui a été ajoutée au cours des dernières heures. Oui, effectivement, ça s'est additionné. Donc, Donald Trump, l'administration Trump qui impose donc maintenant des tarifs douaniers de 104 % sur tous les produits chinois, Mathieu, qui sont importés aux États-Unis. Pour les autres pays, ça varie. Là. Les tarifs douaniers s'échelonnent de 10 à 50 %. Le Vietnam, par exemple, c'est 46 % le Japon, 24 % l'Union européenne, là, les pays européens, c'est 20 % Alors, concrètement, ça signifie qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des tarifs de 104 %, Mathieu, qui s'appliquent sur les appareils électroniques qui sont fabriqués en Chine et qui sont importés aux États-Unis, des tarifs de 46 % sur les vêtements qui sont confectionnés ou les chaussures qui sont fabriquées au Vietnam, des tarifs également de 24 % sur le thé du Japon, de 20 % sur tous les vins qui sont importés d'Europe vers les États-Unis. Alors, ça signifie aussi donc qu'à partir d'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui vont coûter plus cher pour les Américains, pour les consommateurs américains, en ce qui devrait éventuellement faire grimper l'inflation, le coût de la vie chez nos voisins du Sud, alors que pendant la campagne électorale, on s'en souvient, Donald Trump avait promis de réduire l'inflation, de faire baisser le coût de la vie. Et ce qu'on crée maintenant, c'est une escalade de cette guerre commerciale, parce que la Chine et d'autres pays vont éventuellement vouloir riposter à ça. Là. Et je pense que l'exemple, effectivement, le plus probant, c'est la Chine qui a riposté et donc imposition d'une autre surtaxe dans les dernières heures, d'où ce 104 % dont vous nous parliez. Donc, la Chine a réagi de façon assez vigoureuse. Oui, le gouvernement chinois qui promet des mesures, je vais citer le gouvernement chinois, fermes et vigoureuses pour défendre ses intérêts. La Chine qui demande du même coup, Mathieu, un dialogue équitable avec le gouvernement américain pour résoudre ce conflit, là, pour éviter l'escalade et qu'éventuellement ça s'envenime. Bon, parlons du Canada, qui a été épargné par ces nouveaux tarifs douaniers, mais qui réplique à ceux imposés à l'industrie de l'automobile. Oui, qui a été épargné là, par les tarifs que Donald Trump qualifie de réciproques. Là. Mais le gouvernement canadien, le gouvernement de Mark Carney, impose là, depuis minuit et une cette nuit un tarif de 25 % sur les voitures fabriquées aux États-Unis. Et ça, Mathieu, c'est en riposte aux 25 % qu'a imposé l'administration Trump sur les véhicules fabriqués à l'étranger, dont ceux qui sont fabriqués ici au Canada. Et ça, ça va toucher environ 10 % de tous les véhicules qui sont importés des États-Unis vers le Canada. On parle d'environ 67 000 véhicules. On écoute le ministre des Finances, Philippe François Champagne. Chaque fois que les Américains allaient imposer des tarifs injustifiés envers le Canada, qu'on allait avoir une riposte forte, une riposte ciblée, une riposte stratégique. Les véhicules qui seront importés des États-Unis qui seront non conformes à l'accord de libre-échange Canada, Mexique, États-Unis seront soumis à des droits de douane de 25 % et le contenu non canadien et non mexicain de ces véhicules-là importés des États-Unis sera aussi taxé à partir de 25 %. Alors, c'était le ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Il est de bonne heure, c'est correct, on vous pardonne. Et juste un mot pour vous dire donc, que ces véhicules là, sur les 67 000, là, évidemment, je n'ai pas les marques, il faudra vérifier, mais c'est des voitures éventuellement qui vont coûter plus cher, qui vont nous coûter plus cher ici. Puis un petit mot sur les marchés asiatiques et européens qui sont en léger recul, encore une fois, ce matin, là, dans le rouge. Là. Et on va suivre ça avec vous tout au long de la matinée. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Un petit mot sur la campagne électorale. Où sont les chefs ce matin? Les chefs du Parti libéral du Canada. À Calgary ce matin, puis à Saskatoon. Le chef conservateur Pierre Poilievre, lui, est en Ontario. Et puis le chef néo-démocrate est à Vancouver. Il va finir sa journée à Saskatoon. Et le chef bloquiste Yves-François Blanchet est dans la grande région de Montréal aujourd'hui. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment, comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent.
Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.